Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la pièce « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset. Cette vidéo se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, une rapide biographie de Musset dans laquelle j'essaierai de mettre en évidence particulièrement les éléments en lien avec l'œuvre étudiée. Ensuite, un résumé de la pièce, acte par acte, et une présentation du contexte de création. Et enfin, quelques pistes d'analyse, les principales thématiques présentes dans l'œuvre et les enjeux du parcours, les jeux du cœur et de la parole. Nous commençons tout de suite avec quelques éléments biographiques concernant Alfred de Musset que vous voyez à votre écran. Alfred de Musset est né le 11 décembre 1810 à Paris, où il meurt le 2 mai 1857 à l'âge de 47 ans. Musset naît dans une famille aristocratique, noble donc, qui va lui offrir accès à l'éducation et qui va valoriser particulièrement les lettres. Son grand-père était poète, son parrain est écrivain et son père est un spécialiste de Jean-Jacques Rousseau, dont il publie d'ailleurs les œuvres. Une petite anecdote que vous pouvez retenir, le parrain de Musset est écrivain et c'est de son château que Musset se serait inspiré pour décrire l'environnement de la pièce « On ne badine pas avec l'amour ». Musset va donc suivre les traces de ses aïeux et s'intéresser à la littérature, même si auparavant il a commencé d'autres études qu'il a rapidement abandonnées, notamment des études de médecine. Dès ses 17 ans, Alfred de Musset va fréquenter le salon littéraire de l'écrivain alors très en vue Charles Nodier, et le Cénacle, qui est un cercle formé d'artistes, de jeunes écrivains romantiques qui se réunissent autour de Victor Hugo. Les deux, le Cénacle de Victor Hugo et le cercle de Charles Nodier, sont des lieux où l'on parle littérature, art, politique. Autant dire que, dès ses débuts, Musset est au plus proche des grands noms de la littérature du temps. Sa première publication, il l'a fait rapidement, très jeune. C'est une ballade, une poésie donc, puisque la ballade est une forme fixe en poésie, et elle paraît en 1828. L'année d'après, il fait paraître un recueil intitulé Contes d'Espagne et d'Italie. C'est donc à la poésie que se destine tout d'abord Alfred de Musset, et il connaît un beau succès en la matière. Le théâtre ne va pas tarder à entrer dans sa vie, puisque sa première pièce est écrite en 1830. Il s'agit d'une comédie qui est intitulée « La nuit vénitienne ». La première représentation arrive et c'est un échec retentissant. Si bien que Musset va en être blessé, vexé peut-être sans doute, et il va décider de ne plus faire jouer ses pièces. Il va se contenter de les publier dans une revue, la Revue des Deux Mondes, qui est une célèbre revue littéraire de l'époque, et ensuite il regroupe les pièces publiées dans des recueils. Ces recueils, qui sont au nombre de 2 à ma connaissance, s'intitulent tous deux « Spectacle dans un fauteuil ». Le premier mêle des pièces et des poèmes et il date de 1832. Le second paraît en 1834 et c'est comme ça qu'est publié pour la première fois « On ne badine pas avec l'amour ». Et il faut attendre 1847, soit plus de 15 ans après, pour que le théâtre de Musset soit joué et qu'il rencontre le succès. Et pour en finir avec ce rapide compte-rendu de la carrière littéraire de Musset, on peut citer également son roman autobiographique, La confession d'un enfant du siècle, qui a rencontré un succès éblouissant. Aujourd'hui, Musset est considéré comme l'un des plus grands auteurs romantiques, aux côtés notamment de Victor Hugo. Si Musset est si connu à l'époque, c'est évidemment parce qu'il publie des œuvres qui plaisent, mais c'est aussi parce qu'il mène une vie de dandy. Le dandy, c'est un homme qui se veut élégant, raffiné et excentrique, et il s'habille de façon très différente des autres hommes. Musset mène une vie de dandy et de dandy débauché. Il enchaîne les excès, d'alcool en particulier, et les aventures, notamment avec George Sand, qui apparaît maintenant à votre écran. George Sand qui le fera beaucoup souffrir en le trompant. Alors à la décharge de George Sand, elle le trompe lors d'un voyage, mais il faut dire qu'elle le trompe après qu'il a de son côté enchaîné les tromperies avec tout un tas de jeunes femmes. C'est donc un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, ce qui n'empêche d'ailleurs pas la souffrance, et Musset souffre beaucoup. Ce sont sans doute tous les excès
qui sont à l'origine de la mort précoce de Musset à 47 ans. Il meurt de la tuberculose. Et l'on peut penser qu'il a toujours été d'une santé physique et psychique un peu fragile. George Sand va révéler dans un écrit qu'il est atteint d'autoscopie. L'autoscopie, c'est le fait d'avoir des visions dans lesquelles on se voit soi-même. Musset se voyait donc lui-même dans des visions, alors qu'il était éveillé, il se voyait plus vieux, abîmé, etc. Nous y reviendrons quand nous questionnerons les thématiques en lien avec le parcours, les jeux du cœur et de la parole. En attendant, nous en avons terminé avec cette courte biographie de Musset et nous pouvons nous intéresser à l'œuvre. Je commence par une présentation de la pièce. Nous l'avons dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, la première pièce de Musset a été jouée et ça a été un échec retentissant. À partir de là, l'auteur a décidé de ne plus faire jouer ses pièces et de les publier dans une revue, de les regrouper ensuite dans les recueils, spectacles dans un fauteuil. Ce qui est intéressant en ce qui nous concerne, c'est que cela signifie que la pièce a été écrite pour être lue et non pas pour être jouée. Cela signifie que l'auteur a pu s'émanciper des contraintes de la représentation. Pour preuve, le nombre très important de lieux évoqués et le peu de didascalie. D'ailleurs, la pièce ne sera jamais jouée du vivant de son auteur. Il s'agit d'une pièce qui est au creuset de plusieurs genres. La comédie, on a des personnages du commun, et une intrigue liée à l'intime, au familial. C'est également une pièce qui relève du genre théâtral que l'on appelle le proverbe, qui est un genre théâtral qui propose un titre en forme de proverbe, que la pièce illustre ensuite. Et en général, les proverbes sont basés sur des comédies sentimentales un peu légères. C'est également un drame romantique, puisque nous y trouvons de nombreux emprunts à la tragédie, notamment le rang social des personnages et le fait que la fin soit marquée par une punition de ceux qui ont fait preuve d'hubris. Il y a aussi dans cette pièce, et c'est ce qui la rapproche également du drame romantique, un refus des règles d'écriture dramatique du temps, notamment celle des 3 unités. La pièce, c'est une commande du directeur de la Revue des Deux Mondes. Et la commande tombe plutôt mal, Musset est très malheureux, il vient de rompre avec George Sand et il veut se lancer dans un roman. Ce roman, ce sera La confession d'un enfant du siècle. Et il voudrait dans ce roman rendre hommage à la relation qu'il a entretenue avec George Sand. Néanmoins, il faut vivre et Musset accepte la commande et il va rédiger On ne badine pas avec l'amour en moins de 2 mois et il va se servir pour ce faire de sa liaison avec George Sand. On va retrouver dans la pièce des passages qui sont des recopiages purs et simples de lettres échangées par les 2 amants. Notamment lorsque Perdiccas dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil ou mon ennui. » Ce court passage est un extrait de la correspondance qu'il a entretenue avec George Sand, tout comme le passage suivant qui vient d'une lettre de George Sand « Tous les hommes sont menteurs inconstants ». Pour en terminer avec la présentation rapide de l'œuvre, il s'agit d'une pièce structurée en 3 actes et en scènes. Il y a 5 scènes dans les 2 premiers actes, 8 dans le dernier. Alors le terme de scène peut être discuté parce que ce sont davantage des tableaux qui ne correspondent pas toujours à l'entrée et à la sortie d'un personnage. Puisque la présentation de la pièce est terminée, nous pouvons entamer le résumé de celle-ci. Pour le résumé de la pièce, je vais procéder acte par acte et scène par scène. Dans la première scène de l'acte 1, on voit Maître Blasius, qui est un religieux débonnaire et très adepte du vin, revenir au château du baron. Il annonce le retour de Perdiccas, le fils du baron dont il est le gouverneur. Il annonce ce retour au chœur avec lequel il entre en échange et il va faire notamment l'éloge de l'instruction du jeune homme. À sa suite, une fois qu'il est parti, arrive Dame Pluche, une femme aride, sèche et désagréable, qui est la gouvernante de Camille, la nièce du baron qui, à son tour, vient annoncer le retour de sa protégée au château. Les 2 jeunes gens, Camille et Perdiccas, rentrent donc au bercail.
Dame Pluche fait l'éloge de celle-ci auprès du chœur, bien évidemment. La deuxième scène se passe au château où le baron présente Maître Briden, le curé de la paroisse, à Maître Blasius et à Dame Pluche. Il les met au courant de son projet, il veut marier Perdiccas et Camille. D'une part parce que les jeunes gens se connaissent et s'accordent bien, selon lui, mais aussi parce qu'il s'agit d'une belle économie pour lui. L'argent qu'il a investi dans l'éducation de Camille reste dans la famille et il n'y a pas, évidemment, de question de dot à fournir, ou plutôt la dot sera fournie à son fils. Lorsque les jeunes gens arrivent, le baron comprend que le projet va être un petit peu compliqué à mener. Camille refuse un baiser à Perdiccas et parce qu'elle contemple le portrait d'une aïeule dont on sait qu'elle est restée fille parce qu'elle adorait Dieu, on comprend que Camille est plus attirée par la religion que par le mariage. La scène 3 débute par le récit du repas qui a précédé et qui a révélé une rivalité terrible entre Maître Blasius et Maître Briden, qui se ressemblent beaucoup tous les deux. Le baron confie dans cette scène son désarroi à Dame Pluche, désarroi lié non pas à la dispute des deux personnages précédents, mais désarroi lié à la difficulté qui s'annonce pour mener à bien son projet de mariage entre Camille et Perdiccas. Et tous deux vont s'effacer dès que les jeunes gens vont arriver. Les deux jeunes gens arrivent donc, commencent à discuter, mais la conversation tourne court. Camille refuse d'aller se promener sur l'eau en compagnie de son cousin, qui lui propose pourtant. Et lorsqu'ils sont partis, le baron est encore plus désespéré, mais Dame Pluche approuve le choix de la jeune femme qu'elle met sur le compte du respect des convenances. Dans la scène suivante, Perdiccas retrouve avec plaisir le chœur dont on comprend qu'il est formé par des paysans et des valets autour du château. Il va retrouver également Rosette. Rosette, c'est la sœur de lait de Camille. Alors pour rappel, une sœur de lait, c'est la fille de la nourrice. Et la nourrice, c'est celle qui a allaité Camille. On parle donc de sœurs de lait parce qu'elles ont partagé le même lait maternel et sans doute également beaucoup de jeux dans la petite enfance. Perdiccas retrouve donc Rosette et il l'invite à dîner le soir même au château. La dernière scène est marquée par un désespoir grandissant du baron. Maître Blasius lui confie tout d'abord le peu d'amitié qu'il a pour Maître Briden, et Maître Briden lui apprend que Perdiccas passe son temps avec des polissons et une jeune paysanne. Le projet de mariage est donc bien compromis. S'ouvre alors l'acte 2. Dans la première scène, Perdiccas va confier à Maître Blasius qu'il serait d'accord pour épouser sa cousine, mais qu'il ne veut pas changer ce qu'il est, qui il est pour cela. Il va retourner voir sa cousine, et en discutant avec cette dernière, il comprend que ce n'est pas lui qu'elle refuse, mais qu'elle ne souhaite pas se marier et qu'elle souhaite partir dès le lendemain au couvent. Il lui propose de demeurer amis. La scène 2 est un monologue de Maître Briden qui dit son antipathie pour Maître Blasius. Dans la scène 3, on retrouve Perdiccas qui badine avec Rosette dans les jardins. Il la flatte et il l'embrasse. La scène 4 marque le retour de Maître Blasius qui a surpris une scène entre Dame Pluche et Camille. Et il s'empresse évidemment de raconter cette scène au baron. Camille pressait Dame Pluche de retrouver un homme pour lui apporter une lettre. Évidemment, il ignore que l'homme en question est Perdiccas. Donc, Maître Blasius inquiète le baron qui songe tout de suite à un amoureux secret. Dans la scène 5, Perdiccas a reçu le mot de Camille et il se rend à un rendez-vous qu'elle lui a fixé. Elle lui apprend qu'elle veut prendre le voile et que c'est pour cette raison qu'elle refuse de rester, qu'elle refuse de l'épouser. Et elle veut prendre le voile parce que les hommes sont inconstants et infidèles. Perdiccas en convient, il reconnaît d'ailleurs avoir eu plusieurs maîtresses qu'il a aimées et oubliées aussitôt, mais il considère que ça ne justifie pas le choix qui est le sien. Son discours consiste à dire que s'il ne l'aime plus un jour, elle n'aura qu'à prendre un amant, puis un autre, etc. Mais Camille a été bercée par les récits des autres femmes au couvent, le couvent dans lequel elle a été élevée, et elle craint avant tout de souffrir. Elle se refuse donc à souffrir et elle se refuse à Perdiccas, à celui à qui elle avoue avoir secrètement développé des sentiments amoureux pendant le passé. Perdiccas est fâché, il s'emporte, il la considère comme une orgueilleuse et il lui dit qu'il considère qu'elle est dans l'erreur. Débute alors
l'acte 3. Dans la première scène, le baron se fâche après les révélations de Maître Blasius. Il pense que Maître Blasius ment et qu'il ment parce qu'il a volé du vin dans la réserve. Il le chasse donc du château. Perdiccand, de son côté, est obsédé par la discussion qu'il a eue la veille avec Camille et il comprend que peut-être il est amoureux d'elle. Dans la scène 2, Maître Briden croise Maître Blasius qui vient d'être chassé et qui lui demande d'interférer en sa faveur auprès du baron. Alors évidemment, Maître Briden ne va pas interférer en sa faveur, mais il comprend qu'il peut retourner tranquillement au château et que sa place est donc intacte. Maître Blasius reste seul et il voit passer Dame Pluche, à qui il tente d'arracher une lettre qu'elle doit amener à la poste du village. Il essaie de lui arracher la lettre et elle refuse évidemment. À ce moment-là, Perdiccand arrive et comme il ne comprend rien aux explications qui lui sont données, il prend la lettre en disant qu'il la portera lui-même et il la lit. C'est une lettre de Camille et Camille écrit au couvent pour avertir de son retour et elle explique que son refus de l'épouser a blessé Perdiccand. En lisant cela, Perdiccand est touché dans son orgueil parce qu'elle mentionne sa souffrance et il va rédiger un billet à l'attention de Camille qu'il lui fait porter. Parallèlement, il demande à Rosette de le suivre. Dans la scène 3, on voit Camille arriver au rendez-vous fixé par Perdiccand et ce qu'elle voit, c'est Perdiccand en train de faire une déclaration d'amour à Rosette, à qui il donne une chaîne en or et pour laquelle il jette dans la fontaine une bague que lui avait offerte Camille. La scène 4 est l'occasion pour le chœur de faire le résumé de la situation. Et l'on voit également Camille dire à Dame Pluche qu'elle refuse de partir le jour même, que le départ est donc différé un tout petit peu. Dans la scène 5, Maître Briden informe le baron de ce que Perdiccand fait la cour à une jeune femme. Dans la scène 6, Camille apprend par Dame Pluche que Perdiccand a intercepté la lettre qu'elle avait écrite pour le couvent. Et elle comprend donc que la déclaration d'amour qu'il a faite à Rosette était en fait une ruse pour se venger d'elle. Elle demande à Dame Pluche de faire venir Perdiccand et, en attendant, elle s'entretient avec Rosette pour lui dire que Perdiccand la trompe. Et pour lui prouver, elle lui propose de se cacher derrière un rideau. Perdiccand arrive, elle le reçoit, elle commence par lui dire qu'elle n'était pas au rendez-vous. C'est un mensonge évidemment et le jeune homme le sait puisqu'il l'a aperçu. Et puis elle lui rend la bague qu'elle a repêchée dans la fontaine en lui tenant un discours qui relève du badinage, elle est séductrice. Alors Perdiccand est touché et évidemment il avoue son amour. C'est évidemment le moment également où Camille ouvre le rideau derrière lequel Rosette s'est évanouie. Elle fait promettre à Perdiccand d'épouser Rosette pour se racheter. Mais dans la scène 7, on comprend que Camille avertit le baron du mariage pour qu'il s'y oppose. Elle a décidé donc, de son côté, de jouer la ruse et de se venger. Quand elle retrouve Perdiccand, elle se moque du mariage, mais il a l'air décidé. Et d'ailleurs, il propose à Rosette, qui est venue lui confier que tout le monde se moque d'elle au village parce que tout le monde est persuadé que le jeune homme se moque d'elle, se joue d'elle. Il lui propose donc de l'accompagner au village pour faire taire la rumeur. Quand ils sortent, Camille comprend que sa vengeance est en fait mue par l'amour. Elle est amoureuse de son cousin. La scène 8, dernière scène de la pièce, se déroule dans une petite chapelle, un oratoire. Alors que Camille est en train de prier, elle entend les plaintes de Perdiccand. Et ils se retrouvent donc, tous les deux, et ils tombent dans les bras l'un de l'autre, s'avouant leur amour. Après leur premier baiser, on entend un cri, et Camille va voir. Rosette est morte, victime de ces jeux du cœur et de la parole. Adieu Perdiccand sont les derniers mots prononcés par Camille. Voilà pour le résumé de la pièce « On ne badine pas avec l'amour ». Il est temps maintenant de nous intéresser aux pistes d'analyse qui vont vous être utiles pour l'exercice de la dissertation ou pour les lectures linéaires. Nous commençons avec les principales thématiques et nous pouvons identifier 5 thèmes principaux dans « On ne badine pas avec l'amour ». Tout d'abord, bien sûr, il y a l'amour. Il s'agit du thème central de la pièce et l'on peut retrouver plusieurs formes d'amour qui entrent en concurrence. L'amour d'enfant qui a uni les deux jeunes gens précédemment, un amour sincère et pur, l'amour libertin,
tel qu'il est raconté par Perdiccas lorsqu'il évoque ses relations passées ou tel qu'il est raconté par les femmes que Camille a rencontrées au couvent. Il y a également le badinage, cette sorte de parade amoureuse un peu légère, faite de cachotterie, de provocation. Il y a l'amour religieux aussi, celui de Dame Pluche qui l'amène à ne plus aimer ou à ne pas aimer les hommes, et celui que Camille oppose à Perdiccas. Et enfin, il y a l'amour sublime, notamment dans l'acte 2, scène 5. C'est un amour absolu, c'est la justification unique de la vie, la seule chose qui puisse sauver l'être de ses mauvais côtés. Et on lit d'ailleurs dans « On ne badine pas avec l'amour », il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Le deuxième thème que l'on peut percevoir, c'est celui de l'orgueil. Que ce soit les deux hommes de religion qui se battent pour l'intérêt du baron et les avantages évidemment qu'ils pourront en tirer. Que ce soit le baron qui pense avant tout avec son projet de mariage à faire une bonne affaire. Ou que ce soit même les deux jeunes gens, Perdiccas et Camille, dont aucun n'accepte de baisser la garde ou d'avouer un sentiment amoureux qui lui paraît être une faiblesse, tous les personnages de la pièce, d'une façon ou d'une autre, sont orgueilleux. Ils sont mus par un amour excessif d'eux-mêmes ou de leurs propres intérêts. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrive Perdiccas dans la scène 5 de l'acte 2. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le troisième thème important de la pièce, c'est la caricature sociale. Les adultes sont ici dépassés. Ils ne comprennent pas ce qui se joue, ils appartiennent à un monde qui est en extinction. Le baron ne comprend rien, il est sans cesse dans l'erreur, tout comme ceux qui d'ailleurs ont essayé d'éduquer les jeunes gens, Blasius et Dame Pluche. Ils sont les grotesques d'un monde sclérosé qui n'a pas d'avenir, et en cela, ils s'opposent aux deux jeunes amants qui incarnent, d'une certaine façon, l'idéal romantique de l'amour sublime, idéal qui, de fait, ne peut pas exister dans le réel. Cette caricature sociale, elle développe notamment un anticléricalisme certain. La religion est tout de même vivement malmenée dans cette pièce qui dénonce l'éducation religieuse des jeunes filles, qui les conduit seulement à avoir peur des hommes et du monde, qui se moque ou dénonce les religieux. Les deux représentants, Maître Blasius et Maître Briden, sont des personnages typiques de la comédie, des caricatures de religieux goinfres, ivrognes et délateurs. Et l'anticléricalisme se lie également à la haine des hommes qui accompagnent l'amour de Dieu chez Dame Pluche. Autre thème, le sentiment du tragique. Je ne parle pas ici de la forme de la pièce qui emprunte effectivement à la tragédie. Pour rappel, la pièce a été présentée tout d'abord comme une comédie, elle est aujourd'hui considérée comme un drame dans la mesure où elle emprunte à la tragédie. Ces personnages qui pour partie sont nobles, la fin qui n'est pas marquée par la réconciliation du groupe comme dans la comédie, mais bien plutôt par une catastrophe finale. Quand je parle de tragique, ici j'évoque le registre tragique que développe la pièce, principalement à l'acte 3. D'ailleurs, on peut remarquer que les grotesques, que sont Dame Pluche et les deux religieux, disparaissent à l'acte 3. Il y a donc une progression du comique, avec des personnages à peine esquissés, les grotesques, qui commencent la pièce dans l'acte 1, au tragique, avec des personnages dont la psychologie, même s'il faut évidemment être prudent avec ces termes, le terme de psychologie s'applique à des êtres humains et les personnages sont des êtres de papier qui n'ont pas de psychologie, mais par commodité je vais utiliser ce terme. La psychologie donc, elle est plus fouillée. Et ce registre tragique est caractérisé par des passions qui animent les personnages et un sentiment qu'ont ces personnages de lutter en vain contre des forces qui les dépassent. Cette lutte qu'ils mènent est le fruit de leur hubris, c'est-à-dire de leur démesure. Dans l'Antiquité, les forces qui dépassent les hommes, c'est le fatum. Chez Musset, c'est l'orgueil qui tient rôle de fatum. Le bonheur est impossible pour Camille et Perdiccas parce qu'ils sont tous les deux mus par le désir de dominer l'autre. Enfin, dernier thème important,
c'est la présence importante de symétrie et du thème du double. Un certain nombre de symétries peuvent être observées quand on s'intéresse au personnel dramatique. Tout d'abord, on a 4 étrangers face à 4 personnes du village. On a des duos, Perdiccas, Maître Blasius, Camille, Dame Pluche, Maître Blasius, Maître Briden qui se ressemblent tant, Camille et Perdiccas qui sont 2 enfants qui découvrent les émois amoureux, Camille et Rosette qui peuvent être considérés comme un couple d'opposés. Rosette est naïve, elle est d'origine populaire, elle est engagée dans sa parole alors que Camille est noble, rusée et qu'elle use des mots pour parvenir à sa fin. On peut aussi citer l'opposition que nous avons déjà vaguement esquissée entre des personnages fantoches, grotesques et des personnages plus élaborés. Les symétries se retrouvent également quand on observe les lieux, l'intérieur et l'extérieur, ou bien la coexistence du laid, du ridicule et du beau. Si vous avez déjà entendu parler de ce concept du sublime et du grotesque, élaboré par Victor Hugo, il s'agit de considérer que le grotesque, le laid, le ridicule, permet la mise en valeur du sublime et que la coexistence du grotesque et du sublime dans une œuvre permet à celle-ci de gagner en force. Ces symétries, ce thème du double, est peut-être à mettre en rapport avec l'autoscopie dont souffrait Musset et que nous avons évoqué précédemment en faisant sa biographie en début de vidéo. Nous allons maintenant, et ce sera le dernier temps de cette vidéo, nous intéresser à l'inscription de la pièce dans le parcours « Les jeux du cœur et de la parole ». Je vous propose de regarder tout d'abord l'intitulé du parcours « Les jeux du cœur et de la parole ». On a un groupe nominal, les jeux, auxquels sont adjoints 2 compléments du nom, du cœur et de la parole, et les 2 sont reliés par la conjonction « et ». Réfléchir à ce titre, comme je viens de le faire, permet de progressivement construire les problématiques qui vont guider votre étude. Le jeu, si l'on s'intéresse à la définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le jeu donc donne lieu à de nombreuses définitions. Je m'en tiens seulement à quelques-unes, les plus courantes ou les plus intéressantes pour ce qui nous concerne. Le jeu, donc, c'est, je cite, une activité divertissante pratiquée par les enfants de manière désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives. C'est également une activité destinée à faire passer agréablement le temps à celui qui s'y livre, une activité organisée autour d'une partie comportant généralement des règles des gagnants et des perdants. On parle également de jeu quand on évoque la manière de jouer au théâtre. On peut remarquer que dans l'intitulé du parcours, le terme « jeu » est au pluriel, ce qui invite à penser que les jeux sont plusieurs. On peut donc déjà déduire 3 pistes à explorer. Les divers jeux que l'on peut repérer dans la pièce, tout d'abord. Est-ce qu'ils sont pur badinage, c'est-à-dire des divertissements un peu spontanés qui feraient de Camille et de Perdiccas des enfants encore qui jouent sans bien se rendre compte des enjeux de la partie entamée, ou bien est-ce qu'ils sont des affrontements? Évidemment, les 2 sont justes. Et c'est bien là le point de bascule entre la comédie et la tragédie, entre le comique et le tragique, le moment où la plaisanterie, qui divertit, se teinte de dangerosité. Deuxième piste de réflexion, les jeux théâtraux par lesquels les personnages se mettent en scène pour un public choisi, comme Perdiccas quand il fait sa déclaration à Rosette pour susciter la jalousie de Camille. Cela mène donc à considérer certaines scènes de la pièce comme une mise en abîme du théâtre. Dernière piste de réflexion liée au terme « jeu », la question du caractère ludique, léger des jeux, qui fait d'eux des divertissements. Et quand on parle de divertissement, en littérature, on parle évidemment de Pascal. Ce seraient des divertissements au sens pascalien du terme. Pascal considère que le divertissement, c'est le remède, mauvais bien sûr, que l'homme trouve à sa condition misérable. Pour faire court, l'homme c'est un grain de sable qui sait que son passage sur terre est court, qu'il va mourir, et pour ne pas avoir à faire face à l'angoisse que cela génère chez lui, l'homme se divertit, c'est-à-dire qu'il s'occupe, pour ne pas penser à l'angoisse,
ce qui est évidemment une preuve de sa vanité pour Pascal, parce qu'il n'y aurait qu'un salut possible, ce serait l'amour de Dieu. Mais sans entrer dans la discussion de l'amour de Dieu, il y a dans le titre du parcours une invitation aussi à penser au caractère moralisateur de la pièce, à ce qu'elle dit de l'homme, et je vous renvoie à la question de l'orgueil dont on a dit qu'il était ici central. Après nous être intéressés au terme de jeu, on va s'intéresser au terme de cœur. Le cœur, c'est évidemment à prendre ici au sens figuré, il n'est pas question de l'organe, et il est ici, je cite de nouveau le dictionnaire, le fond secret d'un être, l'ensemble des sentiments et idées intimes commandant le comportement d'un individu. Les jeux du cœur, ce sont donc des jeux en lien avec les sentiments et l'intime de l'être. L'amour et l'orgueil, évidemment, en premier lieu, dans la pièce qui nous intéresse. En ce qui concerne les jeux de l'amour, est-ce que ce sont des jeux d'enfants qui tournent mal? La faute des jeunes amants serait d'agir comme des enfants dans un domaine bien plus sérieux? Ou bien, est-ce que ces jeux de l'amour sont des parties dans lesquelles il y a forcément un gagnant et un perdant? Et alors, quelle serait la condition pour être le gagnant? Ce que la fin de la pièce illustre bien d'ailleurs. Perdiccas gagne-t-il quand il rend Camille jalouse? Elle lui avoue son amour, bien sûr, mais Rosette meurt, et donc leur histoire est impossible. Ces jeux du cœur que nous venons d'étudier sont mis en regard avec les jeux de la parole. Faut-il rappeler que la parole, c'est la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée. Les jeux de la parole évoquent, bien sûr, les joutes verbales auxquelles se livrent les personnages. La question se pose alors de la valeur de la conjonction « et ». Est-ce que ce « et » permet de relier le cœur et la parole comme deux composantes d'une même chose, l'amour, qui résulterait à la fois du sentiment et de la capacité à le dire, le sentiment amoureux qui nécessiterait la parole pour exister, ou la parole séductrice qui permettrait la naissance de l'amour? Ou bien est-ce que ce « et » aurait une valeur d'opposition? La parole serait alors l'opposé du cœur, ce serait un masque qui permettrait de cacher et de travestir les sentiments. Là encore, bien entendu, vous vous doutez que les deux hypothèses sont à explorer. À toutes ces remarques préalables, j'ajoute le fait que le mot « jeu », qui renvoie au théâtre, permet de s'interroger sur l'intertextualité de la pièce. L'intertextualité, c'est un terme qui désigne le fait que la pièce renvoie à d'autres œuvres qu'elle-même. Et nous avons dans la pièce quelques éléments qui nous invitent à questionner cette intertextualité. Le chœur, tout d'abord, qui est une référence au théâtre antique, le titre, qui se présente comme un proverbe et qui renvoie à ce genre, la réplique de Perdiccas lorsqu'il dit « Cette vie est un si pénible songe » qui peut évoquer « La vie est un songe », une œuvre de Calderon, les grotesques, les religieux qui empruntent tout à la fois à la tradition médiévale de la caricature du curé, mais aussi à Shakespeare, il y a donc de nombreuses traces d'intertextualité dans la pièce. Nous arrivons au bout de cette vidéo consacrée à « On ne badine pas avec l'amour » de Musset. J'espère que ce travail vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée.